Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Comment ça va? Plaisir. Ben oui. Toi? Ça va toi-même? En forme? Looking good. La transformation, comment qu'elle se passe de ton côté? Ça se passe bien. On est rendu à 185. Awesome. 185. Génial, génial. On aime ça. Mon petit yo-yo. C'est ça, là, Body, Mind, Soul. On travaille sur notre transformation. C'est le début de l'année. Donc, on a 6 mois. Donc, on a commencé directement dans les conversations. On a parlé de carrière. C'est le début de l'année. Donc, combien d'argent on a, combien d'argent on doit, combien d'argent on veut faire. C'est quoi l'objectif d'argent, c'est très important. L'argent aussi, dans notre bonheur et notre transformation, on va avoir du succès. On veut pouvoir être libre. Donc, on a passé aux générations, étant donné qu'on est, nous, la génération X, où on est les vieux millennials, puis qu'on est au milieu entre les baby boomers et la génération des millennials, puis qu'on avait plein d'expériences dans notre départ professionnel avec ces différentes générations et une perception vraiment différente, en fait, des différentes générations, puisque nous, on célèbre les millennials. Définitivement. On les célèbre, on les aime, on a appris beaucoup. Puis, ils nous apprennent énormément à grandir comme personne, puis à évoluer. Et je pense qu'ils sont une clé fondamentale dans l'évolution ou la transformation qu'on veut atteindre. Qu'on le dise, qu'on le dise pas, qu'on les aime pas, on peut pas les nier. Ils ont contribué énormément au succès, je dirais, beaucoup d'entreprises, surtout au niveau de la pandémie, la COVID. Tout ce qui est en mesure de travailler puis de continuer la production de l'emploi à distance. Je suis désolée, mais ça fait partie de l'initiative que les milléniaux poussent. Mais oui. Oui, depuis... Nous, on rêvait, on se cachera pas. Moi, je rêvais de travailler de la maison, avoir un horaire flexible. Cependant, les milléniaux, ils ont eu le courage de l'exiger, de le demander, de le pousser, afin que les organisations... Ils demandaient ça, là, les jeunes, même pouvoir travailler de partout à travers le monde, de pouvoir avoir des horaires un peu plus nomades, c'est-à-dire prendre 2 mois, partir, revenir. Donc, c'est bizarre, mais le monde va vers là. Et c'est magnifique, merci. Merci les milléniaux, on vous aime. Oui. Vous forcez les bébés boomers à changer les choses, puis nous, ben en fait, on est au milieu, donc nous, on est juste contents. Dans le sandwich. Ça ouvre la porte! C'est tellement le cas. Donc, tu l'as dit, la transformation... si on veut vraiment vivre une transformation complète, on peut pas juste parler de l'apparence physique. Malgré que c'est génial d'avoir perdu quelques livres, de se sentir mieux et tout ça, cependant, je crois qu'une transformation complète, ça requiert énormément d'attention au niveau de tout ce qui concerne notre énergie, notre transformation financière, notre transformation de carrière, vers où on veut s'en aller, comprendre notre passé pour mieux prédire le futur. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vraiment vous amener les différences générationnelles, puis de vous expliquer un peu les forces et les faiblesses de chacun. On s'entend, ça va être à très haut niveau. De mon côté, je suis pas une experte générationnelle, je suis une fille d'expérience client. Donc, mais vraiment, notre perception, puis comment qu'on a vécu comme jeune dans la vingtaine sortant de l'école, puis à l'heure actuelle, comment ça se passe. Donc, là, vraiment, absolument. Je suis vraiment d'accord avec les points que tu emmènes parce que c'est au niveau professionnel, moi, la première fois que j'ai eu ces questions-là au niveau des générations. Donc, bref, moi aussi, je ne suis pas une experte, je suis en marketing. Le but, c'est qu'on donne nos opinions, puis on a quand même ensemble 40 ans là, d'expérience dans le monde du travail. Fait qu'on va commencer. Donc, pour faire l'exercice, là, on va vous donner des expériences de vie qu'on a eues au milieu de tout ça, mais on passe un peu les forces et les faiblesses des 3 groupes. On trouvait que c'est une belle façon d'apporter de la connaissance, mais en même temps, de vous donner un petit peu de story traumatisante. Oui. En fait, ce qui nous a créé aujourd'hui, puis comment qu'on a survécu à certaines situations qui étaient très différentes, je pourrais dire. Des fois, puis, mais c'est formateur quand même. Fait que, il y a du positif dans tout. Hein? On apprend ce qui ne te dit pas te rend plus fort. Ah, définitivement. Et là, théâtral. Bon. Fait que pour les baby boomers, là, c'est la génération, on va dire, c'est passé, je me souviens pas bien les dates, mais on disait c'est des gens autour de la cinquantaine et plus, là. Tu sais quoi, c'est super intéressant parce que c'est difficile de savoir les dates. Parce que dès que tu regardes une étude, il y en a qui disent c'est ceux qui sont avant 63, qui sont nés avant 63, avant 65. Donc, disons que si tu es né avant 65, puis
entre, je dirais, 46-65, tu es un baby boomer. Pour les besoins de la cause. OK. Puis entre 65, mettons, puis ça fait 55 ans. Ouais. Entre 65 et 80 ou 81 ou 77, tu es un X. Et entre 81 ou 97, tu es un millénium. Puis 98 à 2021 ou 2016, tu es un... nos petits Z! Oh, nos bébés! On a hâte de vous connaître, les petits Z. Moi, j'ai hâte. Moi aussi. On pense que vous allez vraiment être de next level, puis on va ramer pour essayer de vous suivre. Tellement! Tellement on va être les dinosaures. Non. Mais j'accepte. Écoute, j'accepte. Ouais. Donc, une des forces, justement, pour les baby boomers, c'est une génération qui a été très compétitive. Oui. C'était des battants, puis il y avait la mentalité, Rocky Balboa, là, on continue, on en prend près la gueule, mais on se relève! Oui, définitivement, oui. Très compétitif. Puis je pense qu'au niveau de l'industrie, c'était extrêmement axé sur la vente. Fait que c'est des bons vendeurs. Ça, là, non. La performance, la vente. C'est vrai, t'as raison, hein? C'était vraiment, j'ai un livre justement que ma mère m'a donné des années 90. Écoute, c'est assez drôle. Attends, je vais vous le montrer, c'est drôle. Top vendeur, deuxième édition. Voilà. Ma mère me donne ça, j'étais comme merci maman, mais c'est pas ça le marketing. mais tu vois, moi je trouve que quand je pense aux baby boomers, je pense à leur aspect compétitif, mais je pense à des bons vendeurs. Tu sais, ils prenaient n'importe quel produit. Tu sais, je sais pas si vous avez acheté, mais mes parents, ils se sont fait pogner à acheter Encyclopédia, l'encyclopédie qui coûtait comme 2000 quelques piastres. Mais je suis comme, les aspirateurs. Oui, parce que c'était l'apogée du matérialisme. Fait que les aspirateurs, les assurances, les climatiseurs, les tempos, les piscines. Écoute, tout ce qui se vendait, puis le pouvoir d'achat augmentait. Donc, les gens achetaient comme des malades. Écoute, pour ça, j'aurais aimé être un baby boomer. Écoute, c'était la belle époque. Oui, la belle époque, puis la grosse Cadillac. Ouais. Fait que compétitif, c'est pour ça qu'on vient à ces idées-là. Là. Donc, bearing with us. On trouvait que c'était des gens qui étaient quand même professionnels, donc il y avait toujours l'éthique. Les baby boomers, souvent, ils ont des éthiques professionnelles, donc comment tu t'habilles, la ponctualité, très bête de book. Souvent, si tu travailles avec un baby boomer, il va toujours être à l'avance, il va toujours être bien mis, il aura son petit, toujours son petit café aux mêmes heures, puis c'est pris. In the box. Ça qu'on veut dire très, très, on dit professionnel, peut-être on dit conservateur ou très traditionnel. Oui, très traditionnel, carré. Je ne sais pas si ça dit en français, très carré. Oui, très traditionnel. Ouais. Fait que ça venait la constance. Là. Je pense que c'est moi qui amenais ça. Je trouvais que les baby boomers, des petits constants versus si tu travailles avec des générations plus jeunes, il y a des journées, puis il y a des passions, puis il y a des hauts, puis des bas. Là. Ouais. Versus le baby boomer, tu n'as pas vraiment à le motiver, puis il est au travail, puis il sait qu'il faut qu'il travaille, puis déjà versus les news, des fois. Pourquoi? Ben, c'est pour ça, puis c'est passionnant, il faut que tu engages différemment tes équipes. C'est des cheerleaders que ça prend. Ouais. Puis ils sont quand même une génération très généreuse. Ouais. S'ils t'aiment. Puis j'aime le fait que tu as ajouté s'ils t'aiment parce que c'est un must. S'ils t'aiment pas, bonne chance, ils vont pas t'aimer, puis il n'y a pas de chance qu'ils t'aiment. En fait, il faut que tu travailles vraiment fort pour qu'ils t'apprécient minimalement. Mais quand ils t'aiment, ils sont... Les connexions, des fois, il faut que ça clique. Oui, le Boys Club, très fort dans les baby boomers, beaucoup plus que dans les autres générations. C'est vrai. C'est des bons mentors parce qu'ils ont justement cette expérience de vie, puis cette évolution de la société, puis l'évolution du marché du travail. Donc, c'est des bons mentors. Si vous pouvez trouver un baby boomer qui vous donne des conseils, puis son savoir, allez le chercher. Ça va pas être les meilleurs qui vous... Hein? Sont groundés, sont terre à terre, sont rassurants. Il y a quelque chose de solide. Oui, reconfortant. Oui, c'est pas les meilleurs tech savvy. C'est thème innovation, adaptabilité. Je pense pas que c'est les meilleurs, mais ils peuvent donner des bons conseils. Puis je dirais des conseils. De carrière, de vie. Oui. C'est beaucoup tout ce qui est un peu savoir-être, puis la politique, la stratégie. Ils ont souvent des bonnes visions. Ils apportent justement de la maturité dans le regard.
Oui. Donc, ça peut être des bonnes amitiés professionnelles à développer, d'avoir des bons baby boomers de conseils. Oui. Avec qui vous pouvez discuter d'une présentation que vous voulez faire, d'une bonne idée que vous avez, Oui. comment monter un budget, comment... Je veux dire, il y a plein de choses, là, des fois, puis on pense qu'on est seul ou on procrastine, on ne sait pas, mais c'est des choses où est-ce que ça vaut la peine peut-être de se tourner vers cette génération-là, puis de demander. Ils pourraient aller prendre le café, puis de se donner, il faut demander, il faut leur parler, parce que c'est la génération qui ne parle pas. Il faut les émotions, c'est pas comme le millénial. Je me sens pas bien aujourd'hui. Je pense que, non, c'est... Oui, tu leur as rien demandé, mais tu as tout l'étalage de la fin de semaine, puis de ces discussions. Pas la même, rapport. Il y a le masque. Oui. On peut parler un peu des faiblesses, là, parce que ça va un peu là-dessus, là, des baby boomers. Je dirais, le masque, justement, il y a la personnalité au travail, il y a la personnalité dans la vie. Je trouve beaucoup, il y a cette histoire de masque un peu... Oui, c'est comme double identité. En fait, tu ne mixes pas professionnel et personnel versus les autres générations où on veut vraiment créer une famille au bureau où tu n'as pas de problème d'aller un 5 à 7 avec eux, aller passer un week-end quelque part versus... authentique. Oui, eux, c'était vraiment... Des relations dans nos rôles, hiérarchisés. Oui. Comme militaire, un peu. Le soldat ne va pas trinquer avec le colonel, non. Versus, on dirait, nous, les générations d'après, on a voulu, on dirait, briser ces hiérarchies, puis on est tous égaux, the American Dream, est-ce Oui. Mais il y avait toujours le baby boomer qui disait, moi, je me rappelle souvent que mon gestionnaire, il me dit, fais attention, tu ne dois pas être trop proche de tes employés. Fais attention, nanana. Oui. Mais de l'un côté, je suis comme, mais pour moi, ça fonctionne mieux. Oui, ils performent mieux. Moi, je peux être loin de mon équipe. Ouais. Comment stratégiquement, c'est un atout d'être loin de son équipe? Oui. Peut-être qu'il y a tu peux plus les contrôler puis les manipuler parce que en créant une distance. Puis c'est vrai que c'est dans les jeux psychologiques, là, justement, la peur. Fait qu'il y avait beaucoup des choses négatives dans le type de manager le type managérial, souvent des baby boomers, c'était beaucoup le règne de la peur, le règne de la terreur. Donc, on a tous peur du big boss. Dès qu'il rentre, là, tout le monde... Il arrête de respirer. On a peur, le building est... Ouais. Comme si papa vient de rentrer à la maison, là, tout le monde a peur. Oui, tout le monde se cache. Ça, dans des entreprises, là, qu'il y a une tension qui rentre dès que le boss rentre, là, qui c'est pas normal, c'est pas un environnement de travail sain. Mais tu vis beaucoup d'abus. Nous, on commençait, là, moi, c'est mes premières expériences professionnelles, avoir ma boss qui me crie ou qui pitch son crayon ou qui fait des trucs violents, là. Moi, je trouve que c'est normal. Imagine le milléniaux aujourd'hui. Là, RH immédiatement, là, c'est plein, Bernard, traumatisé! Donnez-moi des pilules! Écrivez-moi du cannabis, non, mais oui, il y avait beaucoup de ça avec les baby boomers, on va s'entendre, là, c'était loin d'être la joie dans le milieu corporatif, il y avait quand même beaucoup de comportements toxiques. Maintenant, qu'on identifie comme toxique, comme qu'avant, on pensait que fumer et être enceinte, il n'y avait aucun dommage, mais là, on a réalisé au niveau organisationnel les coûts d'avoir des managers, de la peur, puis avoir des employés qui ne peuvent pas s'épanouir, avoir aucune rétention, pas être capable de capitaliser sur tes ressources humaines, pas être capable de croire. Le gros enjeu de croissance avec ces gens-là, souvent, c'est qu'ils n'étaient pas capables de se bâtir des équipes, fait qu'ils s'engagent, les gens partent, ils engagent, les gens partent. Ça devient comme une furie, là, tu sais, puis les nouveaux qui arrivent sont déjà dans une énergie de dragon, parce que, genre, c'était le genre 32e qui part en 8 ans, là. Fait que c'est ça. Moi, c'est mon expérience avec les baby boomers. Il y a vraiment... Puis je pense que tu l'as mentionné, le niveau des échelons. En fait, que tu sais que tu es un VP, tu ne vas pas aller vraiment parler à un middle person, un conseiller ou un gestionnaire de premier niveau. Le niveau hiérarchique extrêmement important est très respecté. Tu n'as pas le droit d'aller parler directement au VP. Tu dois passer par ton niveau hiérarchique plus élevé qui va passer à l'autre, qui va aller voir le VP. Puis, tu as tellement raison. C'était vraiment... c'est tellement lourd. Ouais, je trouvais ça lourd. Moi, je me rappelle une fois, ça c'était quand je travaillais dans le domaine financier, puis je ne nommerai pas la personne. J'ai jamais compris pourquoi il faisait ça. Tu sais, ma chérie,
c'est maintenant que tu le dis. Mais je trouvais ça, moi, d'une aberration. C'est comme, mon Dieu, c'est tellement dysfonctionnel comme communication, là. C'est vraiment du téléphone arabe, là. Ben oui, Allô, est-ce que tu peux dire à un tel, mais là, c'est parce qu'on veut savoir, là, un tel va voir, là, c'est parce que, oui. Au niveau organisationnel, ça commence à être long, là, pour gérer une question, là. Oui, exactement. Puis aussi au niveau des présentations, c'est que tu préparais la présentation ou le projet, tu le donnais à un autre niveau, qui allait présenter à l'autre niveau, qui allait présenter au PVP, par exemple, au premier vice-président. Fait que, tu sais, il y avait cette lourdeur hiérarchique que il y a bien des entreprises qu'on pense qu'ils ont 100 ans, 150 ans, qu'ils ont encore cette structure organisationnelle qui nuit. Si tu regardes les nouvelles... Oui, puis tu regardes les nouvelles compagnies qu'ils ont pris, on va dire, il y a 30 ans, qui sont nées, qui sont un peu plus jeunes, cette abolition hiérarchique est là, l'efficacité est là, puis ils performent, puis ils font des 300% de croissance et tout ça, il y a une raison en arrière de ça. Mais l'histoire que je vais te faire dire, c'est que j'étais dans le domaine financier, puis je travaillais à la banque, puis la directrice régionale, elle est venue avec son café qui était vide. Donc, elle se promène, elle s'en va voir les bureaux. Moi, étant donné que je n'étais pas importante, puis je passais, en fait, j'allais à la salle de bain ou quoi que ce soit, elle me dit « Valentina, peux-tu mettre ça dans la poubelle, s'il te plaît? » Oh my God! C'était ça, c'était comme pas bonjour, comment ça va? C'est « Peux-tu mettre ça à la poubelle? » Fait que, tu sais, ouais, c'était... là, j'en ris parce que... OK, jamais... Je demanderais. J'ai donné mon nom et mon nom de famille. Je suis d'origine marocaine, puis j'ai déjà donné ça à ma boss. Puis c'était comme des panneaux. C'était comme un grand bureau ouvert avec des panneaux. Donc, on s'entend, là. Je veux dire, c'est des panneaux qui nous séparaient. Puis là, elle a donné mon nom avec mon nom de famille. Puis là, elle a fini de l'épeler. Puis là, il y a comme un moment de silence. Ah, j'étais là, mais c'est ça. Là, j'étais là comme... Oh my God! Carrément foutu de mon nom, là, tu sais, comme dans ma face, là. Mais, genre, je voyais qu'elle n'osait pas parler, fait qu'il y avait comme un moment de silence, fait que c'est ça, là. C'était une madame quand même plus âgée que moi, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Mais écoute, c'était vraiment le règne, le chouchoutage, fait qu'il y avait des favoris, fait que tu essaies de gagner les bonnes grâces de ton boss en donnant de plus en plus, parce que là, on est dans la génération du workaholisme. Le workaholisme est prisé, puis c'est l'apogée de la réussite, c'est de travailler tout le temps. Dans le fond, c'est avoir du succès. Fait que on mange du Kentucky, on met du Tommy Hilfiger, et puis on travaille. Tu sais, on est dans les années 90, là, fait que j'essaie juste de dire ça pour imager, là, parce que l'argent pleut. Fait que plus tu travailles, plus l'argent pleut, right? On est dans les années 90, c'est Fait que j'ai senti beaucoup au niveau des styles managériels là, qu'il y avait toujours l'ananas, la carotte, puis que tu essayais d'en faire pour être le chouchou. Puis là, si tu faisais une erreur, là, tu étais comme le lépreux, que tout le monde était puis tu avais un nouveau lépreux. Ouais, j'ai comme trouvé beaucoup ce type de dynamique avec les gestionnaires baby boomers. Beaucoup le chouchou, puis toute cette dynamique-là que j'ai pas trouvé nécessairement avec des générations X ou des millennials. Non, pas du tout. Ils étaient très forts avec la carotte. Ça, c'est un fait. Ah oui, c'est la compétitivité, mettre des objectifs. Puis là, des fois, c'est émotionnel. Tu veux être le chouchou, tu veux être avec moi, tu veux que... Ça peut autant que tu es dans les bonnes grâces que bonjour, hey, viens, oh, wow. Versus que la fois d'après, tu rentres dans la pièce puis on te dit même pas bonjour. Là, j'ai vécu ça. Fait que là, tes autres collègues seront contents parce que là, eux, ils sont dans les bonnes grâces. Fait que là, ils sont assis à la table. Regarde. Tu sais, toi, t'es là. Après ça, toi, tu travailles. Hey, viens t'asseoir. I'm back! I'm back! Yes! Mais je veux dire, les relations de travail, après, sont super compétitives. Puis on est tous autour de notre boss à travailler pour avoir son amour. Puis, mais en vrai, on devrait tous ensemble travailler collectivement pour le bien de la compagnie. Fait que c'est comme une façon de motiver tes troupes. Mais je trouve qu'à la place de mobiliser autour d'une mission d'entreprise, on mobilise autour de gagner l'affection. On est comme dans un modèle familial. Ouais. Papa, je veux que tu m'aimes, maman, aime-moi. Tu sais, ça devrait pas être plutôt qu'on est tous en train de construire une maison ensemble. Oui, qu'on utilise les forces de chacun pour justement nous amener à un autre niveau versus, tu as raison, un modèle familial, papa aime moi plus que mon frère ou ma soeur. Validation.
desperately looking for validation. Mais ça peut être... Ouais, ben ça change. C'est pour ça que nous, on célèbre les millennials parce qu'on pense qu'on va vers un changement positif pour le milieu du travail. Là, ça, c'est clair. Ouais. Fait que ils sont plus réfractaires au changement. Oui. Donc, tout ce qui est un peu out of the box. Oui. S'ils connaissent pas, ça va pas être nos premiers adapteurs. Comment t'appelles le adapteur? Early adapters. Ouais, c'est pas les premiers à essayer les choses. Ouais. Puis je pense que vu qu'ils étaient considérés comme des experts pendant très, très, très longtemps, parce qu'ils ont quand même commencé peut-être à 16 ans à travailler, fait que, tu sais, ils ont eu cette expertise puis cette notoriété. Fait que quand il y a des nouvelles technologies qui arrivent ou des nouvelles façons de faire ou une nouvelle façon de penser, ça va pas être eux qui vont être les pionniers au niveau d'essayer ou nos premiers ambassadeurs à dire « let's go ». Puis on parle de façon générale et non spécifique parce que j'en ai connu des directeurs. C'est plus innovateur. Tu sais, il y en a qui innovateurs, mais il faut dire qu'ils ont vu tellement de choses que des fois, pour eux, ils sont ou moi, je trouvais aussi que tu as les en surface. Fait qu'ils se gardent toujours au courant parce qu'ils veulent être capables de tenir une conversation sur plein de choses, mais dans les faits, ils connaissent pas, c'est pas des experts. Fait qu'il faut juste trouver des bons baby boomers aussi qui sont capables de savoir que c'est l'avenir, la direction, mais qui sont capables aussi de prendre de l'information. Oui, puis faire confiance. Fais ça comme ça, puis t'es comme là, mais c'est pas comme ça, ça marche. Oui, faire confiance aussi. Faire confiance, c'est difficile parce c'est une génération qui a peur, mais c'est parce qu'à cette époque-là aussi, il faut comprendre que l'erreur soit célébrée, d'essayer des choses, puis tout ce qui est essai-erreur, puis d'apprendre de ses erreurs. Ouais. C'est quand même des nouvelles notions. Là. Avant, quand tu faisais quelque chose, il fallait que tu aies des résultats, sinon c'était fini. Oui. Maintenant, on encourage beaucoup l'erreur, puis le courage, puis vas-y, essayer des choses, mais c'est des nouveaux concepts. C'est pas tout le temps les premières personnes à être prêtes à vouloir essayer plein d'affaires ou ils ont appris à le faire, parce que bon, c'est souvent des managers de haut niveau, ils ont été formés, puis ils connaissent leurs faiblesses, mais c'est une caractéristique, je pense, qu'on peut... Oui. Puis ceux qui faisaient une erreur, automatiquement, la tête était coupée. C'est comme il n'y avait pas de deuxième chance à l'erreur. C'est vraiment ça. Puis je dirais, il y a peut-être environ 20 ans que la notion de « Oh, attends, si on essaye, c'est parce qu'on veut innover, on veut changer, c'est une bonne chose. » Même c'est innovateur, là. Moi, je dirais plus 10 ans, parce que moi, je l'ai vécu, ça, la peur de faire une erreur, que c'était catastrophique. Vraiment, fait que le règne de la terreur aussi, c'est que ça t'empêche de prendre des décisions puis d'être créatif quand tu as tellement peur de faire une erreur. Oui. Quand tu as tellement peur, fait que tu veux vraiment qu'on te dise exactement quoi faire, comment le faire, parce que tu as peur de faire une erreur. Oui. Fait que c'est là où est-ce que je pense que tu maximises pas nécessairement tes ressources dans ce mode managérial-là, puis où est-ce qu'on va. Je pense qu'on encourage les gens à penser, puis à essayer, puis à prendre des risques. On veut contrôler les risques, évidemment. Oui. Mais je pense que en tout cas, pour moi, c'est un endroit où je m'épanouis plus que dans la peur là, de quasiment t'appuies Enter, puis genre, t'es comme ça. Ça m'est arrivé d'envoyer des courriels, puis tu sais, de vraiment avoir un moment de panique, puis là, je suis stressée, je regarde, tu sais, puis j'ai vécu ça, là, vraiment cette peur-là, ou d'envoyer des documents, puis puis là, tu marches, puis c'est quand il dit « Viens, on prend il a souri! » Ou la porte est fermée, puis là, on ne dit pas bonjour, t'es comme « Oh shit! » T'aimes la porte. Vraiment, j'ai vécu ça. Ouais. Et j'ai travaillé après dans une autre compagnie, excusez, là, je vais boucler la boucle, mais après, j'ai travaillé dans une autre compagnie, puis j'avais des traumas de ça. Donc, quand j'avais envoyé des trucs ou des choses, puis mon boss passait, physiquement, je me cachais. J'ai réalisé. Fait que j'avais comme un encodement de moi-même, là, comme dès que mon boss arrivait, j'avais comme des sursauts de peur. Écoute, là, j'étais comme, my God, là, je suis comme en PTSD ou, tu sais, trauma post-traumatique. Oui. Mais c'est triste quand tu y penses. Qui battait, je travaillais dès que mon boss rentrait, j'étais stressée. Puis mon boss était tout cool, hey, what's up? Moi, je suis là. Parce que je venais de. Écoute, c'est tellement une différence d'ambiance, on va se dire les vraies choses. Ouais. Le boss, il met le vibe, hein? Fait que bad vibes, I into it. Fait qu'on avait mis judgmental parce qu'étant donné qu'ils ont cette éthique, justement, ils ont, tu sais, de la vie en cas, là, comment tu t'habilles, la première impression, la ponctualité, toutes ces affaires-là. Fait qu'ils sont judgmental. Fait que si tu ne suis pas ces fondements, ben, ils vont te juger puis ils vont trouver que tu n'es pas professionnel puis que tu manques de maturité puis que plein de trucs
tout ça pour dire que dans le fond, c'est que tu réponds pas à leur petit standard de qu'est-ce qui est être quelqu'un de professionnel. Si tu ris trop, pour les jeunes, hein? Quelqu'un qui rit trop, pas professionnel. Quelqu'un qui est trop de bonne humeur, c'est pas professionnel. J'ai tout vu. Elle-même. Ouais. Elle-même. Ouais. Elle n'est pas capable d'être sérieuse, elle est trop comme. Elle est trop moi, immature. Tu manques de maturité. Tu n'es pas prête au prochain niveau. Le travail, il faut que ça soit plate et difficile. Oui. Trop de fun. Pour vraiment travailler, il faut que ça soit plate. Sérieux. Un meeting, il faut que ça soit sérieux, pour que ça soit productif. Oui, l'art de tuer la créativité. Oui. Une fille professionnelle, là, ça direct sur ses affaires, ça rit pas, ça parle pas. Quoi? Next? Oui. Oui. Moi, je ris. C'est sérieux? Oui. Oui. C'est triste, donc. Mais regarde, on a appris la rigueur avec eux. On a appris à la constance. On a appris à se vouloir dépasser continuellement. Le fait qu'on vivait sur la reine de la terreur, don't get me wrong, tu voulais vraiment qu'ils t'apprécient. Donc, tu poussais, tu allais au-delà. Quand tu présentais un projet, crois-moi que tu l'avais remarché au moins 50 fois avant de le présenter parce que tu voulais pas qu'il fasse comme... Tu avais saigné, là. Exact. Avec ton sang, là. Il n'y en restait plus. Tu restais... en tout cas, très tôt le matin. Tu travaillais tard, tu faisais les heures doubles, on t'envoyait des courriels à 10 heures du soir jusqu'à minuit en rafale. Écoute, tu travaillais, tu acceptais, tu travaillais toute la nuit, tu l'envoyais, un courriel à 10 heures, j'attends le document. Écoute, tu te lèves, tu sors ton laptop, des choses qu'on me ferait maintenant, puis je serais comme, écoute, là, je veux dire, on va trouver une façon de travailler, là, ça ne fonctionne pas, mais j'aurais jamais osé dire ça dans le temps, mais j'ai appris ça à vous, les milléniaux, merci. Ouais. On va apprendre à défendre dans le milieu du travail, j'aime ça. Ouais. Il y avait beaucoup, je trouve que tu apportes un bon point. C'est vrai que moi, ça m'a rendu extrêmement débrouillarde. Je pense qu'on en avait parlé, là. Oui. Écoute, ça te rend débrouillarde. Quand tu peux pas aller poser des questions parce que tu as peur que ton boss il gueule à toute tête, tu apprends à te débrouiller puis à trouver des façons de faire qu'est-ce que tu as besoin de faire, puis à trouver toutes les alternatives, puis à réfléchir toi-même pour vraiment, tu sais, pas aller poser la question stupide. Tu sais, moi, j'en avais après des jeunes là, que je leur disais, fais-moi ça, puis ils venaient, puis là, je suis là, ben c'est quoi? Écoute, moi, j'aurais fait ça à mon boss, je me serais fait tellement savonner que je n'aurais jamais osé faire ça. Fait que des fois qu'on me le fait, en même temps, je suis comme, oh, they think I'm their friend. I'm your friend, it's okay. Mais je suis comme, hey, c'est pas parce que je suis cool avec toi que je veux que tu sois une incompétente ou un incompétent, right? Fait qu'ils emmenaient cette rigueur-là que tu n'avais pas le choix. Tu performais et on était décoratifs, fait qu'on a appris. Oui. Et puis, on a une bonne carapace, je dirais. Oui, puis ça fait que dans tous les milieux professionnels que j'ai été, j'ai toujours su survivre parce que tu apprends à travailler. C'est ça l'essentiel, tu apprends à travailler. Oui. Les boomers, ils vont t'apprendre à travailler. Oui. Tu travailles. Exact. À travailler, à te donner, à te dépasser, puis à être continuellement en train de focusser sur le prochain step. Fait que, tu sais, c'est tough love. C'était vraiment tough love, mais aujourd'hui, tu sais, tu es capable de naviguer entre les deux mondes, puis tu es capable de communiquer entre les deux mondes parce que tu as vécu ce que tu as vécu, mais en même temps, tu sais qu'est-ce qu'il y a de mieux. Fait que tu es beaucoup plus versatile dans tes communications, dans tes interactions interpersonnelles. Fait que pour ça, merci. T'emmènes un bon point pour aller lier à la génération X, tout ce que tu viens de dire. Ouais. C'est vrai parce que on avait trouvé, tu sais, dans les faiblesses, parce qu'on se considère quand même génération X, là, nous, parce que, bon, je sais pas, on est des millennials, on est des X, là, je sais pas, peu importe. Mais on a vécu le in-between. Moi, j'ai vraiment senti, quand j'ai vu des millennials plus jeunes, tu sais, j'ai senti là, les différences philosophiques au niveau managérial avec eux, là, c'est pour ça que peut-être je m'identifie X, mais bref, on disait qu'on était confus, une de nos faiblesses, c'est la confusion, puis je pense c'est pas nécessairement une faiblesse, mais ça fait en sorte que des fois, on est confus parce qu'on a tellement connu les deux types de managérial, que nous-mêmes, quand il vient à développer notre propre style managérial, après ça, souvent, c'est que tu es sous la directive de quelqu'un qui a l'ancien type de gestion, mais tu dois gérer des gens qui exigent un nouveau type de gestion. Totalement différente. Oui, heureusement, les entreprises sont de plus en plus au fait, donc on voit justement des ressources humaines qui essaient de développer justement
les outils là, pour les managers de comment gérer les employés, leurs relations avec des idées plus neuves. Fait que tu es outillé, mais ne reste que notre génération, je pense qu'on est comme les in-between. Oui, on est pas entre les deux. Oui, pour aller avec la génération X, dans le fond, qui est un peu nous, là, donc nous, on a comme 40 ans, fait que souvent, on est rendu avec quoi, 15, 20 ans d'expérience, quand même, l'air de rien, on est comme, oh my God, like I'm aging! En tout cas, pour moi, là, je me dis, mon Dieu, ça va vite. Donc, on commence à avoir des postes de gestion, un peu plus qu'entrant, intermédiaire, senior, tout selon les différents parcours professionnels. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui caractérisait un peu notre groupe? Les X, c'est qu'on a vu la rentrée de pas de technologie à technologie. Donc, on a vécu, en fait, toute la transformation. Les changements. Ouais. J'écrivais mes devoirs à la main. Là, ils m'ont dit non, dactylo. Dactylo. Ouais. Après ça, non, ordinateur. Ordinateur. On a vécu, avec l'imprimante, là. Là, t'as arraché le papier sur le bout, là. Ouais. On a fait tous ces trucs-là. Fait que je pense que ça fait en sorte qu'on est résilient. Une des forces. Mm-hmm. Adaptateur. Ouais, résilient, on s'adapte, flexible. On est très humain, beaucoup de compassion, je pense, au milieu du travail. Ouais. On a emmené, on avait parlé de ça au niveau de la vie. Les baby boomers avaient travaillé tellement pour les compagnies, le bris de la loyauté face aux entreprises. Qu'il y avait tout ce désillusionnement, là, c'est la génération X qui disait à quoi ça sert de donner sa vie à sa carrière, si à la fin, tu prends ta retraite à 60 ans, puis à 62 ans, tu as le cancer, tu meurs, genre, ça n'a pas de sens. Fait que, il y en a justement que c'était 9 à 5, puis ma famille, mes loisirs, la belle vie, puis c'est un peu dans la génération X versus les autres que super entrepreneurs, we can do it! Fait qu'on est comme deux gangs là, qui sont comme un peu mélangés. Ceux qui ont acheté le rêve, puis ceux qui ont dit non, je veux pas le rêve. Oui, exact. Ceux qui ont acheté la roulotte à place. Ouais, puis qui se sont dit on va vivre simplement, mais librement, versus ceux qui se sont dit non, I can do it, it's my time now, and let's. Fait qu'on c'est pas mal un petit peu ça. Fait que on est très axé résolution de problèmes, étant donné qu'on a été très laissés à nous-mêmes, comme on vous disait, là, face aux baby boomers, ça donne des qualités. C'est des belles qualités qu'ils nous ont données ou qui nous ont fait développer. La résolution de problèmes, on va être beaucoup plus apte à justement regarder la situation d'une façon holistique, identifier justement les possibilités d'amélioration. Tu sais, c'est nous qu'on a introduit l'ordinateur, c'est nous qu'on a introduit tout le changement. Est-ce que c'est l'Internet aussi de notre côté? Non, c'est pas l'Internet. On avait la subvention du gouvernement, c'est quand j'étais au secondaire. Oui. Pour avoir Internet à la maison. Oui, donc, tu sais, on est beaucoup plus axé sur résolution. Les baby boomers nous ont délégué une façon, un modèle de travail qui était X. On a identifié des enjeux, on a trouvé des solutions. Donc, puis personnellement, puis je pense toi aussi, Amélienne, continuellement, c'est comme problème, solution. Je veux pas regarder en arrière, je veux regarder en avant. C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Comment qu'on peut? On part pas beaucoup de temps sur le négatif autour, mais on va regarder plus vers en avant. C'est bien beau que ça s'est passé maintenant, so what? Ça, je pense que on est débrouillard. Oui. Parce que rien ne s'est passé facilement nécessairement pour nous. On a appris à se débrouiller. Et je trouve que pour amener à ce que tu disais, on est souvent des très bons, les baby boomers nous ont donné souvent la tâche de réorganiser les choses. Oui. Fait qu'on est souvent les réorganisateurs organisationnels de Génération X. On fait les choses autrement, on pense un peu autrement, mais souvent c'est qu'on a été ceux qui ont dû faire le changement au niveau l'appliquer au niveau organisationnel. On est comme le front line du changement. Tellement, tellement. Old school, new school. Fait qu'on avait mis dans notre dernière force vraiment la débrouillardise. Puis je pense que c'est une qualité que j'ai développée professionnellement. Puis ça va avec ce que tu dis. On développe par la force des choses. Puis on est des très bons scanners organisationnels aussi. Puis on est capable de régler les choses. Où on est des fixeurs. C'est comme ça maintenant, mais c'est parce qu'ici, ça devrait être comme ça. On le sait instinctivement parce qu'on a souvent été mis dans ces positions. Oui, puis on a monté l'échelle d'une façon graduelle. Puis ce que j'entends par là, c'est que on a commencé à la base, que ce soit du service à clientèle, puis après ça, on a peut-être évolué à un poste un peu plus junior, coordonnateur. Après ça, on a monté à un poste peut-être plus managérial. Fait que, tu sais, on a fait vraiment une échelle plus
lente que, par exemple, les milléniaux où c'est « je suis ici, dans 5 ans, je suis directeur, dans 6 ans, je suis VP ». Genre, tu sais, leur façon de monter puis leur vision, c'est vraiment pas la nôtre. Nous, on a commencé au bas de l'échelle puis on s'est fait dire, moi, je me suis fait toujours dire, le prochain échelon que tu peux aller, c'est celui-là. Tu peux pas sauter un double échelon puis aller peut-être à comme junior manager. Non, il faut que tu sois conseiller. Oh, l'expérience était très, très valorisée tout le temps. Hein. T'as-tu l'expérience? Surtout les bébés boomers, l'expérience professionnelle. Oui. Souvent aussi, c'est des grands, c'est des gens qui ont accompli beaucoup de choses avec très peu d'études. Fait qu'ils valorisaient beaucoup l'expérience. Puis des fois, l'éducation, c'était bien, mais des fois, il y a certains gestionnaires qui pouvaient justement, ben là, t'as pas un MBA, là, toi, là? Il faut que je te dise comment faire ta job, tu sais. Je comprends pas. Moi, ces jeunes-là, ça a été à l'école, puis ça sait même pas rien faire. Faut tout leur expliquer. Oui, c'est exactement ça. Mais je pense que ça, pour nous, ça, justement, cette adaptabilité, puis qu'on est capable de comprendre le rôle de l'organisation de façon plus large, c'est parce qu'on a fait ces différents postes, puis ces différents rôles, qu'on est capable de s'adapter à quelqu'un de la TI, à quelqu'un des RH, à quelqu'un d'ici, parce que peu importe dans notre carrière, on a peut-être touché à cette fonction, que ce soit au début, comme étudiant ou plus tard. Donc, c'est un avantage. Avec compassion, tu vois, on a de la compassion humaine parce qu'on se met à la place. Donc, en gros, c'est qu'on n'oublie pas quand nous, on a commencé. Tu sais, moi, quand je suis sortie de l'école, je sais ce que je savais et ce que je savais pas. Donc, étant plus expérimentée, quand j'engage quelqu'un qui sort de... Je sais qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils savent pas. Puis, je prends ça en considération de comment... Mais il n'y avait pas ce genre de onboarding-là puis de considération avec le bébé. C'était, hey, il faut que tu apprennes à nager tout de suite, vas-y. Je pense qu'on est des gestionnaires qui sont un peu plus comme passionnés puis on comprend avec qui on deal puis que, tu sais, Fait que c'est ça un peu sur la génération X. Au niveau des avantages, je veux dire les avantages de nos grandes forces. Je pense que les faiblesses, bon, j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on était confus. Fait que certains, des fois, ils peuvent nous trouver incohérents parce que, bon, des fois, c'est vrai qu'on est mélangé en deux. Tu sais, les idées s'interchoquent, là, les perceptions, les croyances, tout ça s'interchoque des fois dans la tête. Donc, des fois, on peut paraître confus ou manquer de cohésion. Les titres, l'importance hiérarchique, étant donné qu'on a subi le fouet hiérarchique, des fois pour nous aussi, c'était quand même important de monter hiérarchiquement pour pouvoir sortir justement de la larve puis de se faire brûler les petites fesses. On avait mis aussi le sens politique, hein, le sensitive to bullshit, sensible à la bullshit. Les X, on n'est pas des très forts politiciens, en fait. Non. On essaye. On essaye parce qu'on n'avait pas le choix avec les boomers, mais on sait que ça ne marche pas avec les milléniaux. Donc, on n'est pas pire. Je pense qu'on n'est pas pire, mais on n'aime pas ça. Je pense pas que toutes les X que je connais, puis vraiment des conversations sincères qu'on a, il n'y en a pas un qui tripe sur ça versus les boomers. Je trouve que c'est comme c'était leur House of Cards, là. Ils adoraient ça. Nous, on va le faire parce qu'on n'a pas le choix, mais... Poker face. C'est juste direct politique. Ah non, moi, m'a dit comment on va faire ça, tu sais, j'ai combien d'expérience? Ah, 2 ans. OK, va coucher. On les aime pour ça, justement, parce que des fois, ils ont raison. La vision de quelqu'un qui a 2 ans d'expérience peut être d'autant plus intéressante que quelqu'un qui avait 20 ans dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Oui, ça va vite. Ça va vite, puis le changement, là, je veux dire, c'est ça. Des fois, on veut pas toujours, tu sais, le gentil bon papa qui, tu sais, ou maman, là, qui tient la barque stable. Des fois, tu veux le jeune fou qui va dire « Ah, on rame! » Tu sais, je sais ça maintenant, le monde entrepreneurial. Non. Tu sais, comme Transformer, là, ton paquebot, il faut que ça devienne genre 10 petits bateaux à vitesse. C'est lequel qui fonctionne le plus. Data. OK, on jette ces bateaux-là, C'est vraiment la vitesse là, sur laquelle on va maintenant. Écoute, ça va vite, hein? Ça va vite. J'ai de la compassion pour les prochaines générations, là, parce que, écoute, à la vitesse que ça va, comme on se disait, ça va être des panneaux virtuels, là, les messages courriels, ça va être vocal. Écoute, on rentre dans un univers, on va faire des meetings debout 3D, on va se voir, mais on ne sera même pas ensemble. Je veux dire, on commence à être peut-être on va être couché, puis on va travailler, en fait, couché, puis on va se réveiller, on a fini de travailler, puis là, on va utiliser nos corps. Je ne sais pas c'est quoi l'avenir, mais écoute, on va vers là. C'est excitant. Ça fait peur, mais c'est excitant. Mais ça, c'est tellement plus excitant que faire du 9 à 5. Come on, people, let's be honest. Oui. Puis, tu sais, vraiment, je pense qu'il y a une tendance à maximiser les compétences et les talents de chacun.
Donc, toi, Amel, t'es une artiste, t'as de la créativité au bout. Ben, je pense que maintenant, c'est valorisé, mais à vitesse grand V, versus il y a un autre moment où c'était comme, OK, calme-toi, arrête. C'est un peu trop créative, genre, je pense pas que, tu sais, être créatif, c'est bien, mais est-ce que Ça pouvait je trouvais déranger. des fois, le fait d'être créatif, ça fait aussi la perception que tu as de la misère avec la performance. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si tu es créatif, tu n'es pas comme bonne en maths. Mais ça, c'est encore la perception qui donne que les artistes, c'est des des poteux, puis je sais pas quoi, là. Ouais. Est-ce que je peux générer des revenus? Est-ce que je peux gérer un budget? Est-ce qu'en étant une fille super éclatée puis créative, est-ce que tu me ferais confiance? Moi, je te ferais confiance parce Mais que... tu vois ce que je veux dire? C'est la perception. Oui, c'est vraiment la perception qui joue parce que je sais que les gens créatifs, puis je citais une université, mais je suis pas sûre si c'est la bonne université. Je crois que même Harvard, quand ils commencent à engager les gens au niveau de business school et tout ça, ils regardent leur parcours créatif parce qu'ils savent que c'est eux qui vont être les innovateurs, qu'ils vont pousser les gens à aller plus loin versus le square, tu sais, les bas bruns, là, très conservateurs. Fait que, oui, il y a de plus en plus d'entreprises qui regardent ton aspect créatif, puis ils comprennent que ça va les amener puis ça va les propulser à un autre niveau. Puis si tu regardes Elon Musk, le gars, c'est un génie, mais on s'entend, là, si tu l'entends parler, tu le sais que c'est pas un in the box head, là. Lui, là, il est comme full créatif ailleurs. Puis aujourd'hui... Les gens que je trouve extrêmement passionnants, c'est pas des scolaires, là. Non, c'est... puis aujourd'hui, tu le regardes, puis les gens, ils sont comme, OK, c'est l'homme qui vaut le plus cher sur la planète, là. Mais c'est pas quelqu'un de conventionnel, c'est pas quelqu'un de conservateur, c'est quelqu'un qui pense, il est ailleurs dans ses pensées. Fait que, ouais. C'est un avantage d'être squeezé au milieu, la crème du Oreo, c'est que c'est ça, ça casse beaucoup de systèmes, donc ça nous ouvre les horizons vers que tout est possible. Ouais. Versus après les millennials, tout est de la merde. Je trouve des fois la génération désillusionnée. Tu sais, genre, comment tu vas impressionner un millennial, tu sais? OK. Moi, j'ai une sœur qui a 13 ans de moi. Ouais, mais ils sont difficilement impressionnables parce qu'ils ont tellement tout vu. Oui. Ils ont tout vu. Oui. Fait que versus nous, c'était comme l'illumination. Tellement cheesy, genre tellement heureuse, contente de découvrir la hache. Le millennial, c'est comme been there, done that. Là, genre, il y a 13 ans, puis il est déjà blasé là, de je sais tout, mais j'ai rien vécu. Il y en a beaucoup de ça dans les millennials. Tu ne peux pas juste regarder des vidéos YouTube. Regarde ma vidéo YouTube. Tu ne peux pas juste regarder des vidéos YouTube, regarder des films, des téléréalités, des documentaires sur des sujets, whatever. Puis, tant que tu n'as pas vécu, tu apprends des choses, tu te stimules, mais il faut vivre. Il faut vivre les émotions. Oui, sortez, là, vivez des choses. Là. Oui. Je dis juste ça parce que j'en ai connu des fois, puis je suis comme... OK, toutes ces conversations, mais dans le fond, tu n'as rien vécu dans la vie, là. Tu sais, des fois, c'est comme... Oui, puis parce qu'ils ont, comme tu dis, Instagram, ils ont vu ça, sur YouTube, ils ont vu des cours, parce qu'ils sont très éduqués, on ne se cachera pas, puis au-delà de académiquement... Ils ont lu exactement, ils ont lu un truc, ils ont daté 7 gars par message texte, puis c'est des experts relationnels... Non, je m'excuse. Hein. Non, c'est ça. Ils se self-proclament. C'est les self-proclameurs. Je ne sais pas comment le dire en français, là, mais comme expert de X, expert de Y. Puis. C'est sûr, comme. Oui. Ce qui est très courageux, mais de l'autre côté, c'est très dangereux aussi. Non, mais justement, ça, c'est une affaire de rigueur que je pense que nous, on a été conditionnés. Ouais. Que les millennials, des fois, il n'y a peut-être pas justement eu, même qui est bon parce que ils ont cette liberté de ne pas douter. Fait que c'est tellement beau versus nous, on doute de tout. Versus eux, c'est comme genre, if I think I can do it because my mom told me so. Si je pense que je peux le faire, ben je peux le faire. Ouais. Ah ouais? Ben, c'est ça que ma mère m'a dit. OK, on aime ta mère. Oui. C'est beau, t'es pas Ouais. Fait que le millennial, justement, qu'est-ce qui est très caractéristique, moi, je peux vous dire en tant que gestionnaire là, de millennial, c'est le pourquoi. Ouais. Pourquoi des choses. Le millennial doit comprendre pourquoi il fait les choses. Et non seulement ça, lorsque de l'avancement du projet ou l'avancement de quoi que ce soit, il faut comprendre le pourquoi de chacune des décisions. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau parce que c'est un peu un manque...
pas de respect, mais c'est un manque de respect des hiérarchies, de poser des questions à ton boss sur pourquoi il veut faire ça, puis pourquoi il a décidé ça. Moi, j'aurais pas posé nécessairement ces questions-là. Même, j'essaie de travailler moi-même à penser à les poser parce que souvent, je veux pas second-guesser mon boss ou certaines choses parce qu'on a été comme conditionné à t'écouter ton boss, il dit ça, tu dis ça, mais en vrai, tu veux vraiment le meilleur service à ton boss, c'est d'être capable de vraiment l'écouter puis de poser puis de dire non, je suis pas d'accord parce que dans le fond, tu es là pour donner une opinion professionnelle. T'es pas là pour gagner l'amour de quelqu'un. Fait que je trouvais les millennials apportent ça, le pourquoi. Oui. Ils ont rendu moins tabou le pourquoi. Le pourquoi, mais je pense que, puis honnêtement, je t'entends parler, puis je me dis, mais la façon dont qu'on était élevé, il n'y avait pas beaucoup d'espace ou place à poser des questions comme enfant auprès de ses parents. Puis ce que je m'entends par là, c'est que si je disais à ma mère, ouais, mais maman, pourquoi on fait ça comme ça? Parce que va te faire tes devoirs. Ça s'arrêtait là, puis OK, ben ça ouvrait pas une discussion à aller chercher, ben parce que tu sais, nanana. Fait que tu sais, j'ai pas eu cette interaction avec mes parents, donc moi, ben, j'ai arrêté de poser la question pourquoi, parce que je sais que j'aurais pas eu une réponse. Fait que je me demande à quel niveau le fait qu'on s'est fait conditionner comme enfant, à ne pas poser des questions, que ça a un impact sur notre vie adulte, versus les milléniaux. Hey, c'était comme, pourquoi? Ben viens, on va regarder sur Google, on va regarder une vidéo, on va t'expliquer pourquoi, mais parce que l'écosystème, elle est fait de cette façon, Puis honnêtement, Dieu garde ces parents-là parce qu'ils ont la patience du monde, puis c'est les meilleurs parents qui se prennent le temps d'éduquer leurs enfants, puis leur curiosité. C'est les X, les fous, qui ont pris le temps de se dire, oh mon Dieu, je vais lui répondre. Oui, on m'a jamais répondu. Parce que nous, on s'est jamais fait expliquer. On s'est dit, mon Dieu, j'aurais tellement aimé ça, enfant, là. Quand je pleurais tout seul dans ma chambre, que ma mère vient et me dit, mais tu sais, c'est pour ça, j'aime pas ça que tu fasses ça, laisse-moi t'expliquer. Pourquoi tu fais ça? Jamais d'explication rationnelle, là. Non. Parler des émotions. Mais non, parlez pas de ça, là. Il y a vraiment, c'est ça, bébé boomers, les enfants de bébé boomers, émotionnellement parlant, il n'y a pas cette ouverture sur l'émotion, sur comment on se sent, pleurer au travail, rire au travail, tout ce qui est très robotique, là, est très prisé. Puis là, ça brise à un moment donné. Puis là, on veut être soi-même, l'identité. Le millennial, il veut comprendre pourquoi, il veut être respecté, il veut pouvoir être lui-même. Il exige d'être lui-même dans sa façon d'être, dans sa façon de s'habiller, de s'exprimer, même on le voit beaucoup dans sa sexualité. Je veux dire, c'est tout on emmène tout ça dans le milieu du travail. On veut plus les deux masques. On veut plus être quelqu'un à la famille, quelqu'un au travail, quelqu'un dans la vie, Non, on veut être une personne authentique puis vivre dans son authenticité. C'est magnifique. J'adore. Honnêtement, j'adore. Tu sais, regarde au secondaire quand tu étais, combien que tu avais des enfants qu'ils vivaient. En fait, ils n'avouaient pas qu'ils faisaient partie de la communauté LBGQ, je pense. LGBT, oui. LGBTQ. Oui. Mais là, à l'heure actuelle, si tu regardes, c'est au primaire, ils s'assument totalement. Il n'y a pas cette peur. Il y a beaucoup moins d'intimidation. Fait que je trouve qu'il y a une belle transformation de l'humain en soi, puis d'être soi-même, puis d'être accepté qu'on soit même. Fait qu'on a fait quand même un méchant de beau progrès à ce niveau-là. Oui. Puis c'est pour ça que nous, on célèbre les millennials, parce qu'on sait que ça vient d'eux, cette ouverture d'esprit. Je pense, c'est une opinion, c'est une théorie, mais le fait qu'ils aient grandi avec une beaucoup plus grande variété au niveau de la culture, tu sais, qu'ils ont été touchés. Tu sais, eux, ils avaient l'Internet, là. Ma sœur, elle écoutait autant de la musique folklorique, Snoop Dogg, qu'elle écoutait du Led Zeppelin, là. Tu sais, j'écoutais ses playlists, puis je saignais, là, des oreilles. Mais parce que, tu sais, il y a cette ouverture, aucun complexe, là. Elle peut écouter de la salsa, après, elle peut écouter de la musique française, puis après, elle va écouter, je veux dire, j'allais dans des parties de millennials, puis la musique, tu sais, je te dis, c'était Dr. Dre, puis après ça, c'était Nirvana. Je dis, moi, je veux dire, je trouve là, mais ils étaient vraiment tous en harmonie, là, tu sais, Snoop Dogg, yeah, puis après ça, c'était puis genre, they just rotate from. Mais ça, je pense, ça leur a emmené aussi une bonté, puis une versus, tu sais, avant, t'écoutais juste du rap, ou t'écoutais juste du rock, ou t'écoutais juste un punk. Il y avait toujours des catégories, puis c'est encore là la petite boîte. Ah, t'es rap, t'es un voleur, toi, t'es rock, t'es raciste. Ah, toi, t'es un punk, tu prends de la drogue. Tu sais, je veux dire, on est dans tu sais, des trucs vraiment... Stéréotypes, préjugés au bout. Millennials, là, il a jeté ça, puis on aime ça, puis on le voit dans les standards de beauté, dans plein de choses. Moi, je trouve que ça, il y a de l'ouverture, puis moi, j'adore ça, c'est ce que les millennials n'ont pas. En tant que gestionnaire, c'est
difficile de toujours se faire poser pourquoi. Là, j'avouerais que des fois, c'est lourd. On propose, je t'ai proposé celui-là. Ah, OK, on va prendre celui-là. Pourquoi? Pourquoi tu choisis plus celui-là que celui-là? Putain. Merde alors! J'en ai marre de tes questions! Mais des fois, c'est ça, c'est difficile, mais en même temps, ça vaut la peine parce qu'une fois que les milléniaux sont engagés, ils ne demandent pas plus que ça, en fait. Donc, c'est pas une attaque personnelle, il ne faut pas le prendre personnel, c'est juste quelque chose qui les aide à mieux fonctionner, puis être en paix, puis être heureux dans ce qu'ils font parce qu'ils se sentent respectés, puis considérés, puis ils se sentent pas, justement, les milléniaux n'aiment pas être des soldats doueux, ils veulent toujours penser, puis être... Fait que, c'est ça. Fait que c'est ça. Ils ont besoin de la reconnaissance, oui. Oui. C'est une forme de reconnaissance pour eux. Oui, d'être écouté, puis entendu, puis de considérer, fait que de prendre le 5 minutes, on va pas se mentir, 5 minutes d'explication, de questions, demander pourquoi eux, qu'est-ce qu'eux, ils auraient choisi, pourquoi. Ben, après ça, là, tu viens de mettre un petit baume, là, puis ça va être un bazooka, pouf, que tu viens là, d'envoyer. Là. Fait que, sois généreux avec tes employés à la place d'être réfractaire, puis toi, puis tes employés, puis c'est moi, je t'ai dit ça, puis c'est ça. Oui. Ouais, tu te fais du mal même à toi-même. Tu peux profiter de beaux échanges puis de belles relations humaines avec quelqu'un qui travaille, j'allais dire ton employé, non, quelqu'un qui travaille dans ton équipe pour qui tu travailles. Donc, alignés. Ouais. Ils sont alignés, les valeurs. Ils sont très alignés. Ils vont pas millennials, là. Ouais. Ça, j'adore ça parce que ça a tenu toutes les compagnies. Oui. On va refaire notre mission, hein? On va refaire notre positionnement, notre mission, notre vision. Les bottines doivent suivre les babines. Ah ouais, puis eux, ils vont lire votre mission, puis ils vont lire votre vision, puis ils vont voir si ça s'aligne avec leur code de valeur interne. Exact. Et si ça ne s'aligne pas, ils ne sont pas confortables à travailler avec une entreprise qui promouvoit ce type de valeur. Non, puis qui ne sont pas constants et qui ne sont pas intègres et qu'ils voient au niveau de leurs valeurs. Puis souvent, les entreprises vont dire oui, ils ne sont pas stables, ils changent souvent. Mais posez-vous la question maintenant de l'autre côté. Si vos valeurs ne sont pas alignées avec le message que vous donnez et comment que vous faites sentir vos employés, eux, ils n'acceptent pas le BS. Donc, tout ce qui est le crap, ils vous voient, puis ils disent « j'irai ailleurs » parce que c'est pas en ligne avec ce que tu dis. Donc, si les babines ne suivent pas les bottines, eux, ils n'ont pas de problème de dire « c'est pas pour moi, merci, bonsoir ». Après, ils ont des options. Ils ont des options. C'est une génération extrêmement bien éduquée. C'est une génération qui est très sensible, est très connectée avec leurs émotions. Donc, pourquoi ils vont accepter cette injustice ou de se faire sentir pas apprécié, pas valorisé et reconnaissant? Ben, gars, n'importe qui, sauf que eux, ils ont le courage, donc c'est la différence. Ils vont aller chercher ailleurs. Donc, au lieu de les blâmer puis de dire c'est une génération qui change continuellement, nanana, peut-être vous serez en mesure de les garder un peu plus longtemps si votre message serait en ligne avec la culture d'entreprise. Absolument. Absolument. Parce que les millennials, c'est une génération dans le monde du travail qui est extrêmement courageuse. Comme tu l'as dit, c'est la dernière qualité qu'on leur donnait. Et ils vont vous forcer à avoir justement ce courage managérial-là également. Donc, promettre plus qu'on est capable de donner ou promettre de grandes idées en l'air, finalement, qui ne s'aboutissent dans de tous les jours, la vie de tous les jours, on voit qu'en vrai, c'est vraiment l'opposé au cœur de l'entreprise. Un millennial va difficilement vivre avec ce genre de discrepancy dans une entreprise. Il va devenir extrêmement négatif, il va se plaindre, il va revendiquer de façon frénétique, il va même peut-être faire des clans informels. Écoutez, millennials, ça passera pas. Fait que c'est soit tu décides de laisser partir cette personne parce qu'elle ne pourra clairement pas s'épanouir dans le milieu que tu lui offres, ou soit qu'en tant qu'entreprise, ben, tu es sincère dans ta volonté d'être ce que tu promouvois, puis à ce moment-là, ben, tu ouvres les oreilles, puis tu fais des ajustements, ou t'invites à la conversation, des fois peut-être justement des millennials qui peuvent aider à apporter de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Puis les millennials... Parce que souvent, le bébé va dire « mais c'est pas comme ça que ça marche, on peut pas faire ça. » Il va trouver la solution. Il va être, si tu lui donnes carte blanche ou si tu donnes la place pour faire l'amélioration, il va trouver une solution. Puis, l'autre élément que je voudrais ajouter, c'est que le millénial, la carotte, he doesn't really care.
En fait, la carotte au bout du bâton que nous, on était comme des ânes puis qu'on courait après la carotte puis qu'on se défonçait pour être sûr de l'avoir peut-être un jour, ça marche pas vraiment cette stratégie avec les milléniaux. Donc, si tu promets quelque chose, livre-le, sinon tu seras mal foutu parce qu'ils n'acceptent pas ça. Ah, puis ils vont pas oublier, puis là, ça va être la rébellion. Là, non, oublie ça. Ouais. La carotte, ça marche pas, puis c'est même pas un élément de motivation pour les milléniaux, je pense, la carotte. Parce qu'ils ont leur propre carotte. Oui. Ils ont déjà leur propre chose qu'eux-mêmes veulent. C'est pas, tiens, toi, t'es à mon service, puis tiens, si t'es gentil, je vais te donner ça. C'est comme, toi, t'es qui? Si je t'aime, peut-être je vais accepter de rester avec toi. Puis moi, c'est ça que je veux. Tu sais, moi, j'ai eu des entrevues des fois avec des gens plus jeunes, puis je trouvais ça drôle. Tu sais, ils étaient très, moi, je veux ça. Moi, je veux travailler pour une compagnie qui va m'apprendre ça. J'ai une compagnie qui va pouvoir ça. Puis c'était moi. Puis j'étais comme, petit cœur. C'est pas comme ça que tu fais une entrevue. Mais genre, elle avait raison. Donc, c'est une demoiselle, puis elle avait raison. Ce qu'elle disait, c'était rien de... Mais je veux dire, stratégiquement parlant, dans un moment, tu dis, moi, je peux apporter. Ben, moi, j'ai été de cette génération-là où je voulais vendre aux baby boomers. Fait que je disais, moi, je vais apporter ça. Oui. J'ai le cœur au travail, je suis passionnée, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un d'engagé. Oui. J'étais pas, ben, moi, je veux une compagnie qui va me permettre d'avoir mes vacances, parce que moi, c'est vraiment important, là, de pouvoir balancer ma qualité de vie. Oui. Je vais pouvoir apprendre parce que moi, dans 2 ans, ben là, j'ai envie de voyager puis travailler à mon compte à travers le monde. Fait que c'est vraiment important pour moi de comprendre c'est quoi le marketing. Puis là, tu étais de comme, tu passes 2 ans à te former pour que tu décollisses? Non, mais tu sais, c'est des choses que tu dis pas en entrevue. Ouais. Mais les milléniaux, tous sont authentiques, puis ils sont courageux, puis ils sont honnêtes. Il faut pas, tu sais, avec les anciennes lunettes, c'est nous, avec nos lunettes de compassion, on est comme, ben, oh, t'as raison, petit cœur, mais comme tu devrais pas dire ça. J'essayais de les... Oui. Mais c'est une belle génération. Ils sont très innovateurs. Hey, gars, si on y pense, là, c'est grâce à eux, tout ce qui est consultation, tout ce qui est les différents services qui sont offerts, les Hubert, c'est tous eux qui ont amené cette nouvelle philosophie puis une nouvelle dynamique. Hein? Les voitures collectives, tout ce qui est les concepts de usagers. Oui. Ils ont un beau, je trouve, présence de collectivité puis de rassembleur. Je trouve qu'ils font du bien à tous les niveaux. Là. Mais ici, on parle professionnel, mais je trouve que c'est vraiment un bel apport, en tout cas, à l'équilibre de travail cette nouvelle génération-là. Vraiment, chapeau. Oui. Les petits points à travailler pour les millennials selon nos expériences. Donc, la résistance à l'échec. Ouais. Donc, se casser la gueule, ça arrive. Je trouve juste que des fois, les millennials, ils ont tendance à être... La résistance à l'échec est vraiment faible. Fait que j'ai souvent vu des gens se décourager ou être brisés professionnellement par un échec qui définit pas ta carrière, pas du tout. Au contraire, si ta première job, c'est une catastrophe, tant mieux, parce que ça va te montrer tout ce que tu peux faire, tout ce que tu t'aimes pas, tout ce que... Donc, d'être un peu plus résilient. Mm-hmm. Oui. Oui. On avait mis self-absorb parce qu'on se disait, bon, c'est quand même la génération du selfie. Oui, puis c'est vrai, au niveau professionnel, c'est leur vie, puis c'est leurs objectifs, puis c'est leurs trucs avant, là, sont pas mal dans leur eux, puis dans leurs besoins. Oui, leurs besoins avant les besoins des autres. Eux, en fait, ils voient plus, je t'offre mon talent, donc c'est pas vraiment, ils sont pas attirés vers l'entreprise, mais OK, comment tu vas exploiter mon talent, mes compétences et tout ça? Exploiter, ça marche pas, c'est pas grave, il y en a un autre je vais aller ailleurs, puis il va exploiter mes talents. Donc oui, ils sont un peu self-absorbed, mais c'est très moi, mais pas dans une façon négative, parce que j'aime pas ça dire de faire. Oui, ça peut être perçu négatif, mais là, je regardais mon chapeau X, c'est que mais my God, j'aurais aimé ça, moi aussi, penser plus à moi, à des situations et moins à donner mon sang et mon énergie à une autre situation. Connaître sa valeur. Oui. C'est moins comme traumatisé, c'est moins des petits complexés. Les millennials, c'est ça. Au contraire, c'est ça, tantôt, on disait juste comme « Wow, bring it down a notch! » Mais c'est comme, on veut pas... Ouais, c'est ça, juste, des fois, c'est ça, là, c'est la rigueur aussi, des fois, c'est derrière certaines choses. Fait que tu peux faire effectivement tout ce que tu veux dans la vie, c'est juste certaines choses demandent une rigueur ou certaines... de pas se proclamer expert après 6 mois d'expérience, des trucs comme ça. Ils sont des très, très millennials parce que nous, on est des super complexés. Puis les baby boomers, avant d'avoir fait 10 ans de ça, ils n'oseraient jamais dire que c'est des experts. Fait que c'est très millennial de s'auto-proclamer spécialiste de nana. Mais en même temps, ils viennent de cette génération-là. Qui aurait pu se dire que se proclamer influenceur et publier une photo par jour sur Instagram pourrait faire de toi une personnalité publique? Ben ouais, ils peuvent. Fait qu'ils ont vu ça. Eux, les gens se sont autoproclamés comme nous, on s'est autoproclamé YouTuber. Qu'est-ce que ça prend? Tu te filmes, tu parles, tu te mets sur YouTube, tu es YouTuber.
Donc, le millennials, voilà, pour être journaliste ou pour être reporter télévision ou je sais pas, là, qu'est-ce qu'on fait, le talk show, d'habitude, ben, il faut aller à millennials, pardon, baby boomers, il faut aller à l'école, il faut avoir des études en communication, il faut savoir faire de la production vidéo, ça, c'est ancien, c'est que nous, on est les X, fait que nous, on est comme des opportunistes, ben, nous aussi, on est des youtubeurs, nous, on va y aller! Opportuniste, tellement! On prend des chaque chaque côté. On suit, on va dire les vraies affaires, là, on est au milieu, là, les petits gars, oui, on est, oui! en passant. Oui, ben nous aussi, on est des youtubeuses, des influenceurs, hein. Hey, je me rappelle, il y a un temps, là, où les gens qui me contactaient pour la boîte que j'ai, puis ils disaient, ah, ben, j'aime bien tes produits, je suis une influenceuse, Je suis comme, ah! T'es une influenceuse, arrête-moi ça, t'es au cégep, arrête là. Puis je riais, mais maintenant, la joke est sur moi parce que ces petites filles-là, ces petits gars-là, créativité, communication, ils ont poussé leur propre brand à un niveau. C'est chapeau à eux. On voit, c'est beau parce que moi, je trouve, quand je regarde TikTok, là, je suis tout le temps genre en admiration avec l'humanité, que je me dis, mon Dieu, genre, il y a de la créativité dans le monde, c'est formidable. Genre, j'adore, moi, que une petite immigrante chinoise en Californie qui qui nous apprend dans son journey, qu'elle apprend l'anglais, puis elle fait des vidéos drôles avec son mari, des familles de Perse, plein de genres de familles différentes. Je trouve ça formidable, en tout cas, moi, de voir le niveau de créativité qui foisonne là, dans le monde et justement de sortir des vieux carcans, là, des chaînes télévisées, puis ils ont comme cassé tous les monopoles. C'est formidable. Puis on le vit dans le monde de l'entreprise, c'est génial. C'est exactement ça, les vieux carcans. Je suis vraiment désolée, j'aime beaucoup les émissions québécoises puis canadiennes puis tout ça, mais on peut-tu arrêter d'avoir les mêmes faces pour les mêmes téléséries, les mêmes acteurs qui jouent Olga dans une, Pierrette dans l'autre, puis Suzanne dans l'autre, c'est toujours les mêmes acteurs. Oh ouais, puis ils ont une minorité, c'est tout le temps noir ou la même arabe. Oh, oui. On va l'apprendre. Elle parle bien français, là. Samira. Oui, ça paraît bien, on va l'apprendre, ça nous fait check l'original, là, il est bon, l'original, là. Justement, il est déjà sous le set, il fait le noir dans l'autre émission. Oui, mais tu sais, c'est comme... On peut toutes les faire rentrer la même journée, toutes les ethnies, comme ça, on va toutes les utiliser dans tous nos shows en même temps, tu sais. Oui, tu sais, on peut-tu comme diversifier? Viens pas me croire qu'on est 5 immigrés au Québec. Hey, j'ai de la misère à croire qu'on est juste 5 ethnies au Québec, puis on les utilise à la radio, à la télé, dans les pubs. Excusez, j'ai crié, excuse. C'est quoi que t'as dit? J'ai dit qu'ils ont quand même sorti Sonia Benezra. Ils ont sorti Sonia Benezra du placard. Ouais, c'est... J'adore Sonia Benezra, j'adore ce qu'elle a fait, j'adore sa personnalité. Je trouve que c'est une femme charmante, adorable. Puis genre, quand je repense à que dans les années 80-90, qu'elle était animatrice et tout ça, je me dis, waouh, c'est quand même du culot, là, une Libanaise, anglophone, ben, elle parlait très bien français. Oui. Mais tu sais, quand je la vois parler maintenant avec son sac de... Oui. Bonjour, mesdames. Alors, ça fait vraiment plaisir. Je dis, oh, les petits cochons, hein, les Québécois, ils aiment ça. Oh, elle est tellement charmante, avec ses gros cheveux, là, tu sais. Ouais. Mais je veux dire que maintenant, ils ressortent Sonia Benezra. Je suis comme, mon Dieu, genre, pas pour dire comme, mais j'en vois tellement de femmes. En tout cas, je trouve ça décevant. Ben, de grandes communicatrices, des femmes brillantes qui ont plein de choses à dire, puis qui pourraient. Ben, en tout cas, je veux rien enlever à Sonia, pauvre Sonia. Mais je dis que c'est juste qu'on réutilise les mêmes faces. Oui, pour Sonia, juste réutiliser le même monde, les mêmes faces, tu sais, je veux dire. Oui, continuellement. Puis c'est la même personne qui va faire la pub de Hyundai, qui va faire la radio le matin, puis l'après-midi, tu la vois dans un téléroman, puis le soir, elle fait un jeu télévisé. Like, on est-tu vraiment à 10 personnes ou à 15 acteurs au Québec? Like, en tout cas. Fait que, tu sais, utiliser ces beaux milléniaux qui ont une façon d'apprendre, puis ça va donner un vent de fraîcheur à nos médias québécois / canadiens, là, parce qu'ils sont pas bien. Oui, puis ça peut aider à, justement, renouveler des plateformes ancestrales comme Radio-Canada. Je sais que vous faites du travail, vous essayez, mais je veux dire, tu sais, la création de contenu, là, c'est pas obligé d'être aussi compliqué puis lourd, là. La preuve, regardez les réseaux sociaux, là, c'est pas des grosses boîtes de production, là. Je veux dire, slim it down, puis la diversité, puis, tu sais, en tout cas, il y a des lourdeurs, puis c'est senti, puis il y a des blocages. Fait on espère que
ces nouveaux millennials, nous les X, qu'on va aussi grow some balls, comme on dit en anglais, se pousser des testicules. Oui. Pour prendre aussi notre courage, puis de savoir dire ce qu'on pense et non quand c'est dans les cas d'abus, d'harcèlement psychologique, dans les cas justement de blocage organisationnel. Je veux dire, c'est tous des choses qu'on soutient ensemble, puis il faut avoir le courage de bien l'emmener, la porter, puis je veux dire, le changement, ça vient de tous ensemble. Fait que, mais les millennials, vraiment, merci. C'est quand même un petit wrap-up de toutes les choses qu'on a dit. On vous aime. On vous a peut-être pas donné assez de défauts. On sait que les millennials, ils aiment ça avoir du feedback. Ah, du feedback, oui. Raison. Ah oui, parce qu'ils aiment ça qu'on prenne le temps de parler d'eux. Oui. Tu veux faire plaisir à tes millennials, prends le temps de les analyser, puis prends des notes, puis donne-leur tes commentaires. Ils vont être tellement contents que tu prennes le temps. Moi, je me suis fait souvent remercier, genre, oh mon Dieu, personne n'a jamais pris le temps de vraiment m'évaluer. Fait que moi, je fais juste vous le dire. Là, des fois, c'est comme ça que tu crées une vraie relation de confiance avec quelqu'un. Après tout, on est des humains. Les millennials sont authentiques, puis ils sont vrais. Fait qu'ils vont vouloir, tu peux leur dire, hey, je suis vraiment contente d'avoir de mon équipe, mais ton boss, il n'a jamais pris la peine de s'asseoir 1 heure avec toi pour te dire, tu sais, j'aime ça quand tu fais ça, t'es bonne là-dedans. Hey, attention, j'ai remarqué ça, ou regarde telle affaire, ça m'a. Tu sais, c'est quand même une preuve d'amour de prendre ce temps-là, ou d'intérêt, ou c'est de l'énergie investie. Puis ça, je pense qu'ils sont reconnaissants à ça. Ils sont reconnaissants. Puis dans une de mes dernières expériences, j'avais une milléniaux formidable. Mais c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, en je sais pas combien de temps de carrière que je fais partie de l'organisation, j'ai jamais eu de feedback. J'ai jamais quelqu'un qui s'est assis puis m'a comme communiqué et donné justement une rétroaction sur ma performance et tout ça. Donc oui, c'est important. Prenez pas pour acquis que c'est des personnes qui sont imbues de leur personne ou ils sont jeunes, ils comprennent rien, ils savent rien. Au contraire, ils veulent apprendre puis ils veulent. Tu sais, c'est des self-grow, hein. Et ils ont mis beaucoup d'emphase sur le self-grow. Donc, donnez-leur ce cadeau-là. Et des vraies conversations. Donc, tu sais, des vrais commentaires. Donc, en tout cas, je vais juste dire, dites des vraies choses là, qui sont peut-être difficiles à dire, mais je veux dire, ils vont vous entendre. Juste, dites-le bien. Dites-le sincèrement, avec affection. Là, pas obligé de dire, ben, tu sais, ça vraiment, tu préfères mieux, là. Tu sais, ça, c'est le bébé boomer, là, coincé, là, pas capable de. C'est comme moi, j'ai remarqué, tu as tendance à tout le temps à faire ça, ou à chaque fois que tes rapports, je trouve que tu y passes beaucoup de temps, mais pourtant, c'est toujours la même chose. Tu sais, y a-tu un problème? As-tu besoin d'aide? Oui. Même dire, j'ai l'impression que tu travailles trop. Est-ce que tu es débordé? As-tu la misère à gérer ton temps? As-tu besoin d'aide? Peu importe là, qu'est-ce que c'est, mais je veux dire des sujets difficiles. Tu sais, moi, j'en avais une, la pauvre, il fallait que je lui dise qu'il faut qu'elle parlait trop avec sa collègue. Tu sais, imagine. Fait que c'est comme ridicule, là. C'est quand même une femme, là, la fille, là, je vais l'avoir. Tu dis, jases trop avec tes collègues. Mais après ça, c'était aussi, au-delà de ça, si c'est des commentaires qui sont descendus, ça veut dire que c'est la perception. Fait que c'est quand même des autres. Fait que j'ai pu lui parler aussi de attention, la perception des autres versus qui tu es vraiment, blablabla. Fait que c'est quand même une conversation désagréable qu'on a réussi à faire passer agréablement. Puis je pense que ça crée quand même une bonne relation avec elle et moi après de confiance que je suis ta gestionnaire et you look bad. Tu sais, en tant que gestionnaire, ton employé, il a l'air pas bon ou il a une mauvaise réputation. Ça va sur toi aussi que moi, je peux pas me détacher. Ah, c'est elle. Non, c'est moi, c'est mon employé. Tout le monde n'arrête pas de dire tout le temps XY sur ton employé. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te mobiliser puis tu vas dire, hey, un petit travail de branding, là, toi puis moi, là, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi tout le monde dit que, parce que moi, je suis satisfaite de ton travail, mais j'entends toujours du négatif sur toi, soit qui se passe. Mais ça, c'est des vraies conversations à avoir avec ces milléniaux, pas être hypocrite dans, ben, t'as bien travaillé, je pense, de mieux travailler sur définir tes objectifs, tu sais, la bullshit, là, moi, on m'a dit, là, t'es très ambitieuse, puis on voit ça, là, c'est vraiment faire un plan de croissance avec, tu sais, vraiment de la bullshit, là. Genre des vrais commentaires concrets sur qui je suis. Où est-ce qu'il y a une vraie conversation. Moi, je l'ai déjà eu là, avec une de mes boss, là, que j'étais super débordée. J'arrive en retard à des meetings. Elle dit, fais attention, parce que là, c'est the jokes on you. Tout le temps en retard, tout le temps en retard. Genre, c'est vrai. Je dis, mais personne ne prend en considération que je suis dans 18 projets en même temps, puis que j'essaie juste de faire de mon mieux parce que je suis stratège. Je suis la seule dans une compagnie, puis on a 350 sites qu'on livre. Puis moi, j'essaie d'aller dans tous les meetings pour donner de l'expertise à tout le monde. Fait qu'aussi de là, de bien... des vrais boss, ça peut dire les vraies affaires. Puis moi, ça m'a aidé aussi à placer ma stratégie. Après ça, tel meeting, ben c'est combien ce budget-là de ce projet-là? Ben je suis désolée, je ne pourrais pas participer. Je t'apprends à dire non. Parce que tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui. Mais personne n'a de la compassion pour toi. C'est plus comment t'as tes idées. Non. Fait que ça, c'est un bon boss qui peut te dire ça.
Oui, quelqu'un C'est quelqu'un qui veut ton bien, puis qui voit que tu es bien intentionné, puis que tu fais des erreurs professionnelles parce que tu manques d'expérience. Je manquais d'expérience. C'est vrai, j'avais pas beaucoup d'expérience. Je faisais beaucoup de choses, j'étais très calée théoriquement, mais mon comportement organisationnel était encore à travailler. Puis c'est une boss qui m'a aidé à le faire. Mais honnêtement, ça prend un talent d'être en mesure de coacher une ressource, de voir leur potentiel et de les amener à un niveau plus élevé. C'est pas donné à tout le monde. Il y a bien des gestionnaires, des directeurs ou des VP qui sont là, mais l'importance de prendre ces ressources-là puis prédire un peu la croissance de l'organisation grâce à ces êtres-là, ils l'ont pas. Mais ça prend du temps, puis ça prend un talent puis une finesse de déceler puis de les amener, de les propulser à un autre niveau, puis de les pousser. Tu sais, j'ai eu un boss vraiment dans ma carrière au début qui me poussait continuellement. Ah ouais, t'es capable. Ah ouais, t'es capable. Ben, aujourd'hui, je sais que je suis rendue où je suis. C'est grâce à ce gestionnaire-là qui m'a poussé continuellement à me propulser à des situations inconfortables. Exactement. Exactement. Fait que c'est pour ça aussi, c'est le courage managérial de faire l'effort d'avoir des conversations un peu inconfortables, de prendre le temps de travailler soi-même dans sa tête, là, de comment aborder certaines choses, puis de pas turn a blind eye. Ça, c'est très l'ancienne génération. On met tout en dessous le tapis, puis à un moment donné, bon, on va essayer de se débarrasser de toi sans raison, mais juste on n'est pas capable de voir ta face, mais c'est parce que tellement mis de choses en dessous le tapis, puis à un moment donné, on peut plus se blairer. Mais des vraies relations professionnelles, ça devrait être des relations saines. A, B, C, D. Ce problème, on en parle. OK, stratégie, on fait un petit plan de match. On parle d'autres choses. On n'est pas dans un harlequin romanesque. Là. Je veux dire, on est supposé... on n'est pas là pour... Je veux dire, tu dis ça des fois dans le monde professionnel, des gens qui le ressentiment, puis la rancune, puis l'orgueil, puis l'ego. Écoute, là... Ça, si tu veux garder ça dans ta vie personnelle, c'est juste ça t'appartient. Mais genre, ça n'a rien à voir dans le milieu du travail. Là. Non, absolument pas. C'est des émotions qui t'apprennent à contrôler. Puis je veux dire, puis on collabore, on construit, on se challenge. Ça prend une maturité. C'est pas tout le monde qui a cette maturité-là. Puis une maturité de connaissance, une maturité aussi de contrôle de ses émotions, une maturité dans l'exécution, puis faire une part de choses. Ce n'est pas donné à tout le monde où justement tu arrives dans un milieu professionnel et oui, des fois, ce qui est arrivé au travail ou à la maison, c'est pas évident, où il y a eu beaucoup de choses. Ou ce qui est arrivé la veille aussi, une discussion que tu as eue avec une personne, puis c'était pas confortable. Demain, c'est un autre jour. C'est pas le temps de ramener la rancune puis de dire, non. Non, puis si ça te dérange vraiment, c'est de prendre le temps de dire à quelqu'un, hey, j'aimerais ça qu'on s'assoie puis qu'on en parle. Oui, va prendre une marche, va prendre un café. Moi, c'est ça que j'ai appris. Oui, ça s'adresse. Moi, des fois, j'ai mis des choses en dessous, même moi-même, le tapis, puis c'est en parlant avec quelqu'un des ressources humaines, était quand même, mon Dieu, Améliane, c'est inacceptable. Est-ce que tu t'as adressé ça à la personne? Puis j'étais comme, oh my God, mon Dieu, je suis tellement peureuse. Genre, c'est vrai que j'ai pas vraiment... Mais en vrai, c'est vraiment un comportement dysfonctionnel. Quoi que tu peux penser des choses, puis tu peux dire des choses dans le dos à quelqu'un, mais tu prends jamais le temps... Ça, c'est dans le milieu professionnel, mais tu prends jamais le temps de t'asseoir avec la personne pour lui dire, c'est ça, je suis pas nécessairement à l'aise avec ça. On dirait qu'on se comprend jamais, c'est toujours difficile. En vrai, c'est des conversations, j'avais, au début, quand je suis sortie au niveau professionnel, j'avais, moi, ces conversations. Dès que je sentais une friction avec quelqu'un ou quelque chose, tout de suite, je l'adressais blank. C'est quoi qui se passe? C'est difficile à chaque fois. Ouais, ben, tu me gosses, c'est ça, tu comprends pas. Je m'excuse, je me savais pas parce que moi, je pensais. Puis des fois, c'est vraiment des incompréhensions parce qu'on est les deux dans nos. Puis c'est justement à force des traumas dans le monde, les coups de genre, puis toutes les maltraitances. Après ça, tu finis par juste fermer ta gueule puis tu dis, ça me tente pas, là. Tu sais, fait que j'ai commencé à... Tu manques de courage. Tu choisis tes batailles. Ouais. Puis je suis comme... je me suis plus concentrée à devenir excellente dans ce que je fais. Comme ça, je peux essayer de, comme passer à côté de tous les tracas. Moi, c'est mon équipe, puis moi, là, puis le reste, allô! Je reste dans le drama, là, de high school que j'appelle, de secondaire. Ouais, mais je suis pas bonne là-dedans. Je suis pas bonne là-dedans, mais c'est plus, je pense que c'est parce que c'est inconfortable et c'est exigeant. Fait que c'est vrai que quand je le faisais, c'était vraiment inconfortable, là. La veille, je dormais pas. Dans ce temps-là, j'avais un copain, le pauvre, que j'avais la chance de pouvoir vomir tous mes trucs. Puis il était bon là-dedans, fait qu'il m'aidait à faire un petit plan de match. Fait que j'avais ce support-là, mais des fois, toute seule, tu as toutes les émotions, puis la personne à qui... Fait que, je bande, c'est ça, out, mais
idéalement, mais c'est pour ça, tu sais, c'est plein de petits traumas qu'on a vécu dans le monde du travail, des belles rencontres, des beaux apprentissages, d'autres un peu plus difficiles, mais qui nous a porté à avoir cette belle réflexion sur les générations qu'on voulait partager avec vous et dire aux milléniaux que nous, on vous aime et on vous célèbre. Absolument. Merci. Merci d'être vous-même. Puis on vous aime, vous êtes formidables, vous nous faites... on se cachera pas, des fois, c'est déstabilisant, mais j'aime ça être déstabilisé. Je préfère être déstabilisé que dans mes chaussettes bien confortables. Donc, pour ça, les milléniaux, merci. Puis, dans des vieux modèles qui nous conviennent même plus de toute façon. Donc, non, c'est une arrivée bien attendue. Oui. Puis continuez. Puis honnêtement, on va être vos ambassadrices au niveau organisationnel. Mais de votre côté, vous avez du travail à faire. Puis je dis pas que vous êtes parfait parce qu'il n'y a personne de parfait. Le travail pour vous, c'est de vraiment comprendre les autres générations puis les autres personnes avec qui que vous interagissez, que ce soit la génération X ou les baby boomers. On a toute notre histoire, on a tout notre fardeau, plutôt notre bagage sur le dos. Donc, il faudrait comprendre de où on part. Puis quand que vous avez des demandes à faire ou des requêtes ou même au niveau de votre carrière, si vous comprenez de où on part, puis comment est notre mindset, vous allez savoir à mieux communiquer avec nous, puis on va se trouver un point de milieu où vraiment toutes les générations, les 3 ou les 5 générations, je dirais les pré-baby boomers, ils sont comme très pré-retraite, là, mais je dirais les 4 fortes générations qui sont sur le marché de travail, on pourrait habiter puis coexister ensemble, puis faire défoncer des murs. On peut-tu vraiment embrace nos talents de chacun, mais en même temps, ça prend une humilité dans chacune des générations, puis prendre un trou, puis écouter l'autre, comprendre ses priorités, comprendre qui qu'on est. Oui, nos différences, exactement. Donc, oui, ça fait partie de la transformation parce que la transformation ne s'arrête pas à un simple numéro sur une balance, elle continue de façon ici. Puis, j'avais vu un post que Amélienne, elle avait posé, puis c'est vrai, nos cellules se régénèrent à chaque 6 mois. Tout ce qui se régénère à chaque 6 mois. Donc, ce que tu fais aujourd'hui va avoir un impact direct dans 6 mois. Puis les cellules, on parle aussi des cellules du cerveau, les comportements qui vont devenir innés et tout ce qui suit. Donc, si vous mettez en application l'écoute, la communication, puis l'empathie, puis que tout le monde commence à vraiment comprendre la réalité, dans 6 mois, la transformation va être extrêmement... Vous allez déjà avoir des nouvelles relations de travail ou des nouvelles perceptions. Vous allez savoir comment avoir meilleure impression, laisser une meilleure impression partout où vous allez, en simplement en comprenant mieux. Vous avez un meeting Zoom avec un baby boomers, ben mettez-vous propre. Oui. Tu as un meeting avec un millénial, tu peux mettre ton pompon avec ton gros jogging, elle va te trouver adorable, puis tu peux même faire ton thé avec, puis parler de comment tu fais. Elle va adorer ça. Un baby boomer risque de te trouver peu professionnel. Oui. Ça t'apprend à faire des bonnes impressions, puis à atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient, au niveau professionnel, donc bâtir, je ne sais pas c'est quoi vos objectifs, changer de job, avoir une promotion, bâtir votre compagnie, bâtir des partenariats d'affaires, peu importe, à tous les niveaux. Si vous êtes gestionnaire, vous êtes de la maison, vous vous sentez déconnecté de vos employés, je n'ai pas l'impression d'avoir des rapports vraiment très solides, ben, peut-être comprenez les différentes générations avec qui vous dealez, puis peut-être de juste des fois, cette conscientisation peut juste déjà changer votre attitude et vous donner des meilleurs résultats. Donc, humblement, si on peut faire qu'on ait cet impact sur vous, ben, ça aurait été le succès, même si c'est une personne, mais c'est ça le but de cette vidéo. Oui. Puis, c'est niaiseux, mais cette vidéo m'a fait grandir l'apprentissage qu'on vient d'avoir. Énormément, une prise de conscience à différents niveaux, des illuminations à certains d'autres niveaux. Fait que on espère une personne, right? Oui, pour nous, en tout cas, nous, ça nous a aidé. Fait que nous, ça nous aide dans notre transformation. Et le but ici, c'est qu'on partage tout ce qui est des grandes compétences, ce qui a fait partie de notre transformation. Donc, vous faites partie de la famille. Si vous avez des observations, des histoires, nous, on aime ça, les histoires, là. Partagez avec nous. Est-ce qu'on vous a claqué une porte, jeté un cellulaire, crié, insulté? Écoute, nous, moi, je les ai toutes vécues. Donc, been there, done that. J'ai tout eu. On va se dire les vraies affaires. Real woman, real talk. Donc, merci encore. Merci. Valentina, tu es magnifique. J'aime ton style latina. Toi aussi. La crinière de cheval. Peut-être tu vas être la remplaçante de Sonia. Ben oui, écoutez, j'ai déjà les cheveux. Oui. Tu peux sortir ton accent. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir sur le set aujourd'hui. Alors, mon nom, c'est Amélie Noué. Ça fait plaisir. Alors, je suis une beauté des Maghreb. Alors, oui, asseyez-vous. Je vais vous écouter.
vous allez me raconter. Oh, that's funny. Bye. Ciao. Écrivez-nous.